je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les organisatrices et organisateurs de ce colloque. Et je suis très heureuse de vous parler d'un sujet aujourd'hui qui est peut-être peu connu, en tout cas d'un système juridique qui est peu connu, mais qui, à mon sens, soulève des questions intéressantes sur l'état de droit et qui peuvent être intéressantes au-delà des quelques États concernés par cet accord. Alors, l'espace économique européen a été créé tout d'abord pour permettre à des États tiers à l'Union européenne de participer au marché intérieur. Cet accord, aujourd'hui, il relie donc à l'Union l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Il a été signé en 92, il est entré en vigueur en 94. Il ne comprend donc légitimement aucune référence à des valeurs ou ne mentionne pas la Charte des droits fondamentaux qui n'existait pas à l'époque. On n'avait pas encore l'article 2 du TEE. Alors, l'accord EE ne mentionne pas l'état de droit. Cela ne suffit pas pour autant à exclure l'intérêt du sujet, parce qu'au fond, l'accord sur l'espace économique européen vise à l'extension vers les États donc de l'AELE. Ces 3 États, je vous passe les détails techniques, sont membres de l'Association européenne de libre-échange, vise à étendre le droit du marché intérieur, les 4 libertés, le droit de la concurrence, à ces États-là. Et il soulève une question importante, à mon sens, en droit de l'Union européenne, c'est celle de la dissociabilité entre le droit du marché intérieur et les valeurs de l'Union européenne. Et plus généralement, il pose la question de la dissociabilité de deux pans du libéralisme économique et politique. Et finalement, cette interrogation-là, elle n'a pas soulevé de difficultés du tout au départ, parce que ce sont des États qui, au fond, s'ils le voulaient, pourraient être membres de l'Union européenne. Si l'Islande veut adhérer, il y aura un référendum là-dessus en 2027. Je pense que ça ira plus vite que pour la Géorgie. Ça ne posera pas de difficulté. Ce sont des États qui partagent les valeurs de l'Union et les critères d'adhésion. Mais ces États n'ont pas souhaité adhérer. Alors, ils ont quand même voulu bénéficier du marché intérieur. Il a fallu trouver une astuce juridique. Cette astuce juridique, c'est l'homogénéité. C'est à la fois l'objectif de l'accord EE et un moyen pour les États de l'AELE de concilier souhait d'intégration et respect de leur souveraineté, et pour l'Union de tenter de respecter son autonomie. Alors, qu'est-ce que c'est l'homogénéité? C'est un outil pour assurer la reprise dynamique dans l'accord EE du droit de l'Union européenne au fil de son évolution, au fil de son adaptation, avec des mécanismes spécifiques. En fait, il y a à la fois la similarité avec le droit de l'Union statique au moment, en 92-94, de la signature des négociations de l'accord. On reprend en fait l'équivalent du droit primaire de l'époque, et une dimension dynamique pour assurer l'évolution au regard du droit dérivé. Et tous ces mécanismes, cette homogénéité-là, c'est un petit peu refaire l'union par le droit. On utilise le droit pour assurer cette intégration un petit peu différente. Et quels sont ces mécanismes? Des mécanismes d'incorporation régulière du droit dérivé, mais avoir le même droit, ça ne suffit pas. Il faut aussi l'interpréter, l'appliquer de manière tout du moins similaire avec l'Union européenne. Alors, on a créé des organes pour ça. L'autorité de surveillance de l'AELE, c'est un peu un copier-coller de la Commission européenne, et la Cour de l'AELE, inspirée de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, même si cette homogénéité, c'est une sorte d'instrument fondé sur le droit qui permet une forme d'intégration qui s'inspire de celle de l'Union, elle porte une certaine contradiction en elle à l'égard du concept d'état de droit. Elle peut constituer, sans le vouloir, un outil de renforcement de l'état de droit. Ça sera mon premier temps. Mais elle pourrait conduire à une certaine dégradation de l'état de droit pour les 3 États concernés, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Alors tout d'abord, l'homogénéité comme outil de renforcement de l'état de droit. Cette homogénéité, c'est un outil flexible qui, interprété de façon extensive, permet une reprise dans le d'actes du droit de l'Union qui répondent à une conception extensive du droit du marché intérieur. Et cette conception extensive permet de renforcer l'état de droit et d'assurer donc une homogénéité normative. Je vais voir ça rapidement et ensuite j'évoquerai l'homogénéité judiciaire. Alors, l'homogénéité normative, comment ça fonctionne le En gros, pour faire simple, la procédure vise à assurer une certaine unité du marché intérieur et élément de l'état de droit, une certaine sécurité juridique. Comment ça fonctionne? Un comité mixte
des représentants de l'Union et ses États, des représentants de l'AELE. Ils parlent d'une seule voix, ils prennent une décision pour incorporer au fur et à mesure les actes de droit dérivés simultanément, en pratique, avec le moins d'écart de temps possible. On cherche une sécurité juridique par des procédures juridiques. Et cette procédure vise en fait donc à assurer l'alignement sur le marché intérieur, mais au fond, l'Union européenne a une telle conception élargie du droit du marché intérieur, je pense à la mobilisation extensive de la clause marché intérieur de l'article 114 du TFUE, qu'au fond, des actes de droit dérivés pourraient être incorporés dans l'accord EE et auraient pour effet de renforcer la substance de l'état de droit. Je pense par exemple à deux actes récents qui ont été adoptés dans l'Union, le Digital Services Act, qui vise à renforcer, en fait, à défendre la liberté d'expression avec l'idée que ce qui était illégal hors ligne l'est aussi en ligne. Et je pense aussi au Media Freedom Act qui vise à garantir le pluralisme. Liberté d'expression, pluralisme sont des éléments absolument essentiels de l'état de droit. Or, il est question, ce n'est pas encore fait, d'incorporer ces actes à l'accord EE. Les États de l'AELE ont fait des commentaires tout à fait favorables à leur égard, avec des propositions d'amendement au début de la procédure législative, mais il est tout à fait probable que ces actes soient intégrés dans l'accord sur l'espace économique européen, renforçant donc la substance de l'état de droit. Au-delà de la substance, de l'homogénéité, il faut assurer aussi une certaine homogénéité judiciaire. Et pour s'assurer une interprétation, si ce n'est commune, au moins cohérente, au début avait été envisagée une cour commune, la cour EE, une cour commune pour gérer tous les litiges qui auraient trait à cet accord EE, qui traiterait tous les litiges entre États de l'AELE, entre États de l'Union ou moins probable, ou entre États de l'AELE et de l'Union eux-mêmes sur l'application, l'interprétation de cet accord EE. La Cour de justice n'en a pas voulu, et c'est assez intéressant parce que l'un des arguments pour refuser cette Cour, c'est que des juges de la Cour de justice auraient siégé dans cette Cour et ils auraient interprété des mêmes dispositions substantiellement identiques, copier-coller, mais dans deux instruments, les traités de l'Union, l'accord EE, qui ont des objectifs différents. Donc, pour leur faire dire finalement peut-être des choses différentes. La Cour de justice a dit non, ça risque de porter atteinte à l'indépendance des juges, cette sorte de schizophrénie judiciaire. Donc, l'indépendance des juges. Pour l'état de droit, enfin, un argument d'état de droit, on dit non à cette Cour. On la remplace par une autre Cour, la Cour AELE, qui n'est compétente que pour le pilier AELE, donc les problèmes issus de l'accord pardon, pour mes trois petits États de l'AELE. Mais pour tout ce qui a trait à dans l'Union, c'est la Cour de justice qui est compétente, ça fait partie de son ordre juridique. On a bien deux juges, état de droit impeccable, sauf qu'il y a un vide, enfin un vide. Les différents interpiliers entre l'Union et l'AELE, qui viendraient entre les deux, comment on fait? Eh bien là, pour défendre l'indépendance des juges, l'état de droit, on a renoncé à l'existence d'un juge, on préfère un règlement des différends diplomatique, je vous passe la procédure, mais voilà, pour défendre un élément de l'état de droit, on a renoncé à un autre, on a renoncé au juge, on privilégie des considérations plus politiques. Ensuite, cette cour AEL, elle fonctionne bien pour les États de l'AELE. Elle a développé, c'est assez intéressant, en se basant sur l'homogénéité. Elle n'a pas la primauté, elle n'a pas l'effet direct, elle ne l'a pas reconnu, elle n'a pas pu aller si loin. Mais l'homogénéité, elle l'a utilisée pour renforcer une sorte d'ordre juridique de l'AELE. Elle dit c'est un ordre juridique sui generis. Ça permet de reconnaître la responsabilité de l'État pour violation du droit de l'UE. Ça permet de reconnaître le principe d'interprétation conforme. Elle va véritablement loin grâce à cette spécificité de l'accord EE. Et elle va encore plus loin car grâce à cette homogénéité, qu'elle appelle homogénéité procédurale, elle renforce son propre office. Je ne prends qu'un exemple, celui du renvoi préjudiciel. Dans l'Union, on le sait, sous certaines conditions, renvoi obligatoire et on est obligé de suivre la réponse de la Cour de justice. Eh bien, dans l'accord, c'est facultatif, les deux. La Cour AELE a dit non. Je vous passe la formule, mais non, on va vraiment atténuer la discrétion des juges nationaux en se fondant sur l'homogénéité procédurale. Donc on renforce le droit, on renforce finalement l'importance du juge. Donc à ce titre-là, la Cour AELE renforce quelque part l'état de droit, je dirais. Donc ça,
ce sont des exemples qui permettent de montrer que l'homogénéité peut favoriser l'état de droit. Dans un second temps, je vais montrer que l'homogénéité peut négliger quelque peu l'état de droit. Elle peut la négliger en se montrant insuffisante à le protéger, voire carrément en contribuant à contourner la démocratie. Tout d'abord, l'homogénéité donc garante un peu insuffisante de l'état de droit. Elle a pu être considérée par certains comme une sorte de baguette magique qui permettait justement de s'aligner sur l'Union européenne. Mais cette baguette magique ne suffit pas à combler tous les angles morts de l'état de droit. Je peux en relever deux. Premier angle mort, la Cour AELE a renforcé son office, mais celui-ci demeure imparfait. Un élément fondamental de l'état de droit, c'est le principe de l'égalité. La Cour de justice est compétente pour le recours en annulation, vous connaissez ça par cœur. La Cour AELE peut annuler les décisions de l'autorité de surveillance de l'AELE, l'équivalent de la Commission. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est invalider des décisions du comité mixte de l'UE. Forcément, ça implique l'Union européenne. Encore moins, elle ne peut pas annuler des actes de droit dérivés de l'Union qui auraient été incorporés dans l'ordre dans l'accord UE. Elle est coincée. Elle est obligée d'attendre une éventuelle décision de la Cour de justice d'annulation d'un acte et qu'éventuellement le comité mixte se réveille pour en tirer les conséquences dans le... On peut penser qu'elle n'appliquerait pas un acte illégal, mais elle se trouve un petit peu coincée. Là, on a une sorte de vide de l'état de droit. Autre angle mort, peut-être juridiquement moindre, c'est que, évidemment, ces États ne participent pas au budget de l'Union européenne, donc le règlement sur la conditionnalité n'a pas été incorporé dans l'espace économique européen, c'est bien normal. Néanmoins, il y a des éléments assez intéressants, qu'il existe des mécanismes financiers qui permettent la participation de ces États à la politique de cohésion, pas par le budget de l'Union, mais par des mécanismes qui s'appellent les EEA Grants. Et ces mécanismes-là, en fait, ces États sont des contributeurs nets, vous l'avez compris, ce sont des États riches, ce sont des contributeurs nets, ils aident à la politique de cohésion. Et c'est intéressant pour la période 2021-2028, le mécanisme comprend une mention qui va vous rappeler quelque chose. Ce mécanisme financier est basé sur les valeurs et principes communs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit et de respect des droits de l'homme, tiendront une reprise presque textuelle de l'article 2 du TUE. Alors bien sûr, il n'a pas de justiciabilité dans le E, mais on voit qu'il rentre par les petites portes, par le protocole 38 sur le mécanisme financier. Voilà, il est de plus en plus utilisé. Et permet de financer des projets qui ont trait au renforcement de l'état de droit, de lutte contre la corruption, etc., dans les pays qui ont adhéré à partir de 2004 dans l'Union européenne. Alors, malgré tout ça, les États de la l'AVLE, s'ils veulent renforcer l'état de droit, ils ne sont pas pour autant encore prêts, même si des auteurs l'ont proposé, à inclure la charte des droits fondamentaux dans l'accord UE. Il suffirait de modifier l'accord. Il y a un manque de volonté politique. Et la volonté politique, d'ailleurs, est parfois difficile à faire valoir pour les États de la l'AVLE. Et l'on peut aussi se demander si cette logique d'homogénéité ne contribue pas à une sorte de contournement de la démocratie. L'homogénéité n'est-elle pas un vecteur de contournement de la démocratie? Alors on peut se poser la question pour les juges, mais je vais l'évacuer rapidement. Les juges de la Cour AELE, en fait, sont sur une ligne de crête en permanence. Il y a deux possibilités. L'homogénéité, soit on considère que cela impose à la Cour AELE une mise en conformité permanente et sans marge de manœuvre sur la jurisprudence de la Cour de justice. On aboutit à une violation de l'état de droit, l'indépendance des juges en question n'est pas respectée. L'autre écueil, et qui lui est parfois reproché, c'est justement d'utiliser cette homogénéité comme une baguette magique pour aller si loin dans l'interprétation du droit de l'UE, parfois plus loin que la Cour de justice elle-même, lui permettre de combler les différences de base juridique entre le droit de l'UE et le droit de l'Union européenne. Et là, ça va trop loin, on contourne la volonté politique des États de l'UE de ne pas adhérer à l'Union européenne. Et finalement, cela pose la question plus largement de la pérennité, la possibilité de pérenniser cette homogénéité normative. Parce que depuis le traité de Maastricht, à l'époque
des négociations de l'accord UE, le droit primaire a beaucoup évolué. On a introduit beaucoup de choses, la citoyenneté par exemple. Et à cet égard-là, cela pose la question de savoir quel est le champ d'application du marché intérieur, quel est le champ d'application des actes que l'on incorpore dans l'espace économique européen. Dans l'accord sur l'espace économique européen, étant précisé que les États de l'AELE sont consultés au stade de la procédure législative, mais ils n'ont pas le droit de vote. Donc si on leur impose des actes, ça pose une vraie question démocratique, parce que certes, au début, c'était à peu près prévisible, encore que ça se discute, mais maintenant, ça ne l'est plus du tout. Et pour prendre un exemple un peu technique, mais que je pense assez parlant, sur la reprise d'actes qui n'était vraiment pas prévisible au départ. Les États de l'AELE participent à plusieurs agences de l'Union. Frontex, mais c'est une autre base juridique. Mais dans l'accord UE, il y a par exemple l'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie, l'Agence européenne des produits chimiques ou de sécurité des aliments. Il y a un autre, peut-être le plus gros acquis qui a été incorporé dans l'accord, c'est ce qui concerne la supervision financière après la crise économique. 3 agences ont été créées dans l'Union, dont l'Agence bancaire européenne. Cet acquis-là a été repris dans l'accord espace économique européen avec certaines adaptations. Et finalement, cet acquis-là, en fait, transgresse assez largement la souveraineté des États de l'AELE. Pourquoi? On a adapté un petit peu. Ces 3 agences ont le pouvoir de prendre des décisions contraignantes, non seulement à l'égard des autorités publiques des États membres, mais aussi à l'égard des opérateurs privés, les banques, en somme. Eh bien, on a transféré ce pouvoir-là pour le pilier AELE à l'autorité de surveillance. Sauf que d'une part, les États de l'AELE au départ, ils ne voulaient pas vraiment de souveraineté, de supranationalité, donc on l'avait limité au maximum. Là, c'est une vraie entorse à cette idée-là. Deuxième élément, l'autorité de surveillance n'a aucune marge de manœuvre. Elle doit reprendre, copier-coller les projets, les brouillons établis qui lui sont faxés par les agences. Elle n'a pas de marge de manœuvre. Donc c'est simplement une conservation de la souveraineté purement formelle. Elle ne fait que copier-coller des décisions. Donc là, le droit, finalement, prend un petit peu la place de la substance et de la discussion politique. Et ça soulève de vraies questions. Finalement, la créativité juridique de ces modalités de prise de décision, disons pour respecter la souveraineté des États de l'AELE, montre les limites de cette intégration par l'homogénéité. Certains auteurs, on a parlé de ça tout à l'heure déjà, ont comparé cet accord à un traité inégal, à un accord de métayage, voire à un accord colonial. Alors je n'irai sans doute pas jusque-là, mais la situation actuelle invite néanmoins à la vigilance. La démocratie, comme on l'a dit, n'est rien sans l'état de droit, et l'excès de droit pourrait aussi nuire à la démocratie. Je vais parler très très vite pour tenir le temps, et je vous remercie de votre attention.